7 fois en une seule nuit. 7 fois, il la toucha comme si c'était la première et la dernière fois. 7 fois, elle murmura son nom dans l'obscurité comme une prière, comme un péché. Mais lorsque le soleil perça à travers la baie vitrée du Penthouse et qu'il vit le sang sur les draps de soie blanche, Benjamin se figea. Ses jambes se dérobèrent sous lui. L'homme qui commandait des millions ne pouvait plus faire un seul mouvement. Car à cet instant précis, il réalisa que ce qu'il éprouvait pour Déborah allait bien au-delà du désir qui les avait consumés toute la nuit. Si vous voulez découvrir comment un café renversé à Manhattan a transformé deux inconnus en âmes sœurs, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Laissez un like si vous croyez que le véritable amour existe encore, même lorsqu'il commence par des secrets. Et dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre présence ici fait toute la différence. La pluie martelait les vitres du petit café de Soho, comme si le ciel de Manhattan s'était effondré d'un coup. Dehors, le monde se dissolvait en rideaux d'eau qui transformaient la ville en un flou de néon et de béton mouillé. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum humide de la pluie qui s'engouffrait chaque fois que la porte s'ouvrait, apportant avec elle des rafales de vent froid qui poussaient les gens à se recroqueviller sur leur table. Benjamin Cross était assis seul dans le coin le plus reculé de l'établissement, ses doigts tambourinant sur la table en marbre tandis qu'il observait l'orage à travers la vitre embuée. À 38 ans, il était le genre d'homme qui faisait tourner les têtes, non seulement à cause de la coupe impeccable de son costume Armani, mais en raison de cette aura de solitude qu'il portait comme une seconde peau. Ses yeux bleu-gris, d'ordinaire si perçants lors des réunions d'affaires, semblaient désormais lointains, perdus quelque part entre un présent vide et un passé qu'il préférait oublier. Ce café était son refuge secret. Personne ici ne savait qu'il était Benjamin Cross, le magnate de l'immobilier qui avait transformé le paysage de Manhattan avec des gratte-ciel qui touchaient les nuages. Dans cet espace exigu, au milieu des tables en bois usées et des chaises dépareillées, il n'était qu'un homme cherchant à échapper au poids de sa propre existence. La porte s'ouvrit violemment, et une bourrasque fit entrer une femme complètement trempée. Deborah Mitchell entra comme si elle venait de traverser un ouragan. Son uniforme d'infirmière bleu marine collait à son corps, et l'eau ruisselait de ses cheveux bruns, formant de petites flaques sur le parquet. Elle portait un sac lourd à l'épaule et serrait contre sa poitrine une pile de manuels médicaux qu'elle protégeait comme s'il s'agissait d'enfants. Ses yeux noisettes scannèrent l'espace bondé, cherchant désespérément un endroit sec où s'abriter. Toutes les tables étaient occupées, absolument toutes, sauf celle avec une chaise vide, juste à côté de Benjamin. Alors que Deborah passait devant lui, pressant le pas tandis que l'eau dégoulinait de ses vêtements, quelque chose se produisit. Son parfum, un mélange de pluie, de lavande et de quelque chose d'indéfinissable qui semblait émaner de sa peau même, frappa Benjamin avec la force d'un coup de poing. Il leva les yeux de son café qui refroidissait et, pour la première fois depuis des années, sentit son cœur faire un bond étrange, presque douloureux. « Excusez-moi. » Sa voix était douce, mais portait l'épuisement de quelqu'un qui venait de terminer une garde de 12 heures. « Je peux m'asseoir ici? Il n'y a plus de place ailleurs. » Elle se tenait là, à côté de la table, ruisselante, ses grands yeux fixés sur lui. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de fatigue, de détermination et d'une vulnérabilité qu'elle tentait de dissimuler, qui remua quelque chose en Benjamin, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Il désigna la chaise vide d'un geste, incapable de formuler des mots. Un petit sourire retenu se dessina sur ses lèvres, le genre de sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais qui portait la promesse de quelque chose de plus. « Merci », murmura-t-elle, se laissant tomber sur la chaise avec un soupir de soulagement. Benjamin la regarda organiser ses livres sur la table, les éloignant soigneusement des gouttes d'eau. Pharmacologie avancée, anatomie pathologique, soins intensifs cardiaques, les titres révélaient un esprit dévoué, une femme qui n'avait pas de temps pour les frivolités. Garde difficile, demanda-t-il, se surprenant lui-même au son de sa propre voix. Déborah leva les yeux et, pour la première fois, le regarda vraiment. Elle cligna des yeux comme si elle voyait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver là, un homme en costume coûteux dans un café bon marché, avec des yeux qui semblaient porter le poids du monde. « C'est toujours difficile, » répondit-elle en passant ses doigts dans ses cheveux mouillés, mais aujourd'hui. Aujourd'hui c'était particulièrement dur. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une douleur contenue, une tristesse qu'elle portait professionnellement mais qui fuyait aux confins de sa voix, qui poussa Benjamin à se pencher légèrement en avant. « Voulez-vous en parler ?» Elle émit un petit rire bref, sans humour. « Vous voulez vraiment entendre comment j'ai perdu un patient aujourd'hui ? » Un homme de 60 ans arrivait à l'hôpital pour une douleur thoracique et reparti dans un sac mortuaire.
Le silence qui suivit fut épais, lourd. Benjamin ne détourna pas le regard, il hocha simplement la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement le fardeau qu'elle portait. « Je suis désolé, dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix qui la fit s'arrêter au milieu de l'ouverture d'un de ses livres. Ils restèrent là, à se regarder par-dessus la petite table. Autour d'eux, le monde continuait, le barista criait les commandes, le brouhaha des conversations, le bruit de la pluie battant implacablement dehors, mais à cet instant, dans cet espace infime entre eux, tout semblait s'être arrêté. Benjamin ne pouvait s'empêcher de l'observer, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait sur sa lecture, la manière dont elle fronçait les sourcils face à un passage compliqué, les petites rides qui se formaient au coin de ses yeux lorsqu'elle souriait occasionnellement à quelque chose qu'elle lisait. Chaque détail semblait se graver dans son esprit avec une clarté troublante. 1 heure passa. Peut-être 2. Le temps avait perdu son sens. C'est alors que cela arriva. Une mèche de cheveux encore humide tomba sur le visage de Déborah, couvrant partiellement ses yeux alors qu'elle se penchait sur un diagramme particulièrement complexe. Sans réfléchir, mu par une impulsion qu'il ne saurait nommer, Benjamin tendit la main et écarta doucement la mèche de son visage, la replaçant derrière son oreille. Le contact dura moins d'1 seconde, mais ce fut comme si un courant électrique avait passé entre eux. Déborah se figea. Ses yeux s'écarquillèrent et elle leva le visage vers lui, les lèvres entr'ouvertes de surprise. Benjamin s'était aussi arrêté, sa main toujours suspendue dans l'air entre eux, ses doigts picotant là où ils avaient touché sa peau. « Pardon, dit-il, mais sa voix sortit rauque, chargée de quelque chose qui allait bien au-delà d'une excuse. Vous aviez. C'est bon, l'interrompit-elle, mais sa voix tremblait légèrement sur les bords. L'air entre eux avait changé. Il était devenu plus dense, plus chaud, malgré le froid de l'orage extérieur. Benjamin pouvait sentir son propre cœur battre trop fort, trop vite. Il pouvait voir le pouls de Déborah s'accélérer à la base de son cou. « Vous avez cette façon, dit-il doucement en se penchant plus près, de faire en sorte que tout s'arrête quand vous êtes là. » Déborah déglutit difficilement, ses yeux ancrés dans les siens. Elle ne dit rien. Elle ne le pouvait pas. Mais la façon dont ses pupilles se dilatèrent, la façon dont sa respiration devint légèrement plus rapide, disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Dehors, l'orage continuait de faire rage, mais à l'intérieur de ce petit café de Soho, quelque chose de bien plus dangereux venait de commencer. 2 jours passèrent comme une éternité lente et tortueuse. Benjamin ne pouvait chasser Déborah de son esprit. L'odeur de lavande mêlée à la pluie, la façon dont elle mordillait son crayon lorsqu'elle était concentrée, ce regard profond qui semblait voir à travers les masques qu'il portait depuis des années. Il se surprit à retourner au même café de Soho, à la même heure, s'asseyant à la même table, comme si cela pouvait la faire apparaître à nouveau. Et puis, elle apparut. Le carillon de la porte tinta à 15h15, et quand Benjamin leva les yeux, elle était là. Cette fois sans la pluie, sans l'uniforme trempé, juste Déborah, portant une simple blouse en coton blanc et un jean usé, ses cheveux retenus en une queue de cheval lâche qui laissait quelques mèches rebelles encadrer son visage. Elle portait le même sac lourd, mais ses yeux semblaient moins fatigués, comme si 2 jours de repos avaient ramené un peu de lumière dans son regard. Quand elle le vit assis là, ses yeux s'agrandirent légèrement, surpris, mais pas désagréablement. Un petit sourire, presque timide, courba ses lèvres. « Encore vous, dit-elle en marchant vers la table comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Encore moi, répondit Benjamin, et il y avait quelque chose dans sa voix, un ton plus léger, presque badin, qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. On dirait que nous avons les mêmes goûts en matière de café. Ou alors vous me suivez ? Taquina Déborah, tirant la même chaise qu'il y a 2 jours et s'asseyant sans attendre d'invitation. Si je vous suivais, dit-il en se penchant légèrement en avant, les coudes sur la table, je serais bien meilleur à ce jeu. Je saurais, par exemple, que vous préférez le cappuccino avec un supplément de cannelle. Déborah cligna des yeux, étonnée. Comment avez-vous ? Je vous ai entendu le commander la dernière fois, admit-il, et une rougeur presque imperceptible monta à ses joues, chose si rare chez Benjamin Cross qu'il se surprit lui-même. Elle sourit, cette fois un sourire authentique qui illumina tout son visage. Observateur. Quand quelque chose vaut la peine d'être observé, répliqua-t-il, et le poids de ces mots resta suspendu entre eux comme une confession non dite. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était chargé, électrique, plein de possibilités. Benjamin fit signe au serveur,
commanda 2 cappuccinos avec supplément de cannelle sans la quitter des yeux. Déborah observait chacun de ses mouvements, la façon dont ses longs doigts gesticulaient, la ligne forte de sa mâchoire, la mèche de cheveux noirs qui tombait sur son front d'une manière qui le rendait moins homme d'affaires et plus humain. Alors, commença-t-elle en posant son menton sur sa main. Vous retournez toujours aux mêmes endroits, ou seulement quand il y a une infirmière trempée impliquée. Benjamin rit, un rire franc et profond qui venait d'un endroit oublié en lui. Je ne retourne habituellement nulle part, mais vous. Vous avez rendu cet endroit différent. Différent comment? Comme s'il valait la peine d'y être. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les filtrer, trop bruts et honnêtes. Déborah resta silencieuse un instant, étudiant son visage avec cette intensité qui semblait faire partie d'elle, habituée à évaluer les signes vitaux, à lire entre les lignes, à trouver les vérités cachées. Les cappuccinos arrivèrent, la vapeur s'élevant en spirale paresseuse, l'arôme de cannelle remplissant l'espace entre eux. Déborah prit sa tasse à 2 mains, comme si elle avait besoin de cette chaleur, et prit une longue gorgée avant de parler à nouveau. Vous savez ce qui est drôle, dit-elle en le regardant par-dessus le bord de la tasse. Je suis revenu ici en espérant vous trouver, moi aussi. Le cœur de Benjamin fit un bond. Il essaya de garder une expression neutre, mais il savait que ses yeux l'avaient trahi. Vraiment? Ouais, admit-elle en baissant la tasse, mais gardant ses mains enroulées autour. Je trouvais ça étrange. Je ne pense pas d'habitude aux inconnus que je rencontre dans les cafés. Mais vous êtes resté dans ma tête. Pourquoi? Déborah hésita, mordillant sa lèvre inférieure d'une manière qui tordit quelque chose à l'intérieur de lui. Parce que vous m'avez écouté. Vraiment écouté. Vous n'avez pas essayé de réparer les choses, vous n'avez pas donné de conseils vides, vous n'avez pas changé de sujet par malaise. Vous avez juste écouté. Benjamin avança sa main à travers la table, lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait. Mais elle ne se retira pas. Leurs doigts se rencontrèrent autour du sucrier qui trônait entre eux, un contact apparemment anodin, mais qui envoya des vagues de chaleur dans leurs bras à tous les deux. Dans mon monde, dit doucement Benjamin, tout le monde parle, mais personne ne dit rien. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit des choses vraies. Et qu'ai-je dit de vrai, demanda-t-elle, tournant sa main pour que ses doigts s'entrelacent maintenant avec les siens sur la table. Que vous vous souciez des autres, répondit-il, son pouce traçant de l'encercle sur le dos de la main de Déborah. Que vous portez le poids du monde sur vos épaules et que vous continuez pourtant à vous présenter. Que vous êtes réel dans un monde de façade. Déborah sentit son cœur s'emballer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, comme s'il la voyait vraiment, pas juste l'infirmière, pas juste la femme compétente qui résolvait les problèmes, mais elle-même, sous toutes les couches de protection qu'elle avait construites au fil des ans. Et vous? Le défia-t-elle doucement. Qui êtes-vous sous ce costume coûteux et ces yeux tristes? Benjamin se figea. C'était une question simple, mais chargée d'un poids qu'il n'était pas prêt à porter. Comment pouvait-il lui dire qui il était vraiment? Le magnate de l'immobilier qui avait transformé la solitude en empire, l'homme qui avait tout et rien à la fois? Quelqu'un qui a oublié comment se connecter aux vrais gens, admit-il enfin, sa voix si basse qu'elle dut se pencher pour l'entendre. Quelqu'un qui est fatigué des conversations vides et des relations qui ne signifient rien. Ça a l'air solitaire, chuchota Déborah. Ça l'est. Le moment s'étira entre eux, vulnérable et brut. Benjamin pouvait sentir son regard sur lui, étudiant, évaluant, essayant de décider si elle devait le croire ou non. Il garda sa main sur la sienne, le contact devenant plus ferme, plus intentionnel. « Parlez-moi de l'hôpital, dit-il, détournant l'attention vers elle mais ne lâchant pas sa main. Qu'est-ce qui vous a fait choisir d'être infirmière? Et ainsi, Déborah commença à parler. Des gardes interminables, des patients qui devenaient des amis, des vies qu'elle réussissait à sauver et de celles qui lui glissaient entre les doigts comme du sable. De la frustration face à un système de santé qui privilégiait le profit sur l'humain. Des médecins arrogants qui n'écoutaient pas les infirmières même quand elles en savaient plus. De l'épuisement qui dépassait le physique, qui s'installait dans ses os et son âme. Benjamin écoutait chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde. Il posait des questions, pas des questions génériques, mais des questions précises qui montraient qu'il était vraiment attentif. Quand elle parla de la perte d'un jeune patient la semaine précédente, il serra sa main et resta silencieux, permettant à sa tristesse d'exister sans essayer de la réparer. Les heures passèrent sans qu'il ne s'en aperçoive. Le café se vida peu à peu,
la lumière de l'après-midi cédant la place à un début de soirée qui peignait Manhattan d'or à travers les vitres. Ils avaient commandé plus de café, puis de l'eau, puis une part de tarte qu'ils partagèrent avec une seule fourchette, leurs regards se croisant chaque fois que l'un d'eux portait une bouchée à sa bouche. Ce fut lorsqu'elle tendit la main vers le sucrier pour en ajouter à sa 3e tasse de café que cela arriva. Leurs doigts se touchèrent, un effleurement accidentel mais qui dura une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Benjamin tourna sa main, capturant ses doigts entre les siens, et Déborah sentit l'électricité parcourir tout son corps. Elle leva les yeux et trouva les siens fixés sur elle, intenses, chargés de quelque chose qui fit se contracter son estomac. « Puis-je vous revoir » demanda-t-il, la voix rauque, son pouce traçant des cercles lents et délibérés sur le dos de sa main. Déborah ne pouvait plus respirer correctement. Elle devrait être prudente. Elle ne connaissait pas cet homme, ne savait rien de lui sauf qu'il lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait à cet instant, qui fit s'effondrer toutes ses défenses. « Oui » murmura-t-elle. Le sourire qui se forma sur les lèvres de Benjamin fut bouleversant, lent, authentique, chargé de promesses non dites, et quand ils se levèrent enfin pour partir, il ne lâcha pas sa main. L'invitation arriva 3 jours plus tard, par un SMS qui fit battre le cœur de Déborah au beau milieu d'une garde particulièrement chaotique. « Dîner avec moi demain soir ? Je connais un endroit, je promets que ça en vaut la peine. Benjamin. » Elle relut le message 5 fois, ses doigts planant au-dessus du clavier alors qu'elle essayait de formuler une réponse qui ne semblerait ni trop désespérée ni trop indifférente. Autour d'elle, les alarmes sonnaient, les patients appelaient, les médecins criaient des ordres, mais tout cela était devenu un bruit de fond lointain. Quel genre d'endroit ? Finit-elle par taper. La réponse arriva presque immédiatement, le genre où je peux t'avoir toute pour moi pendant quelques heures. Déborah se mordit la lèvre pour contenir le sourire qui menaçait d'envahir tout son visage. Il y avait quelque chose dans sa façon directe de parler, sans jeu, sans prétention, qui la désarmait complètement. 20 heures, répondit-elle. Je passerai te prendre à 19h30. Porte quelque chose de confortable. Je veux que tu sois toi-même. Et c'est ainsi que Déborah se retrouva le soir suivant, debout devant le miroir de son minuscule appartement de Brooklyn, changeant de tenue pour la 5e fois. Elle avait commencé par une robe noire formelle, puis était passée à quelque chose de plus décontracté, puis revenue à un entre-deux. Finalement, elle opta pour une simple robe couleur lit de vin qui tombait doucement jusqu'à ses genoux, avec des manches 3/4. Élégante, mais pas excessive. Confortable, mais féminine. Quand la sonnette retentit pile à 19h30, Déborah sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit la porte et Benjamin était là, appuyé nonchalamment contre le cadre, portant une chemise en lin blanc aux manches retroussées jusqu'au coude et un pantalon sombre qui lui allait parfaitement. Il ne portait pas de cravate. Les premiers boutons de sa chemise étaient ouverts, révélant la ligne bronzée de son cou. Il y avait quelque chose de différent chez lui, moins formel, plus détendu. Mais ses yeux. Ses yeux avaient cette intensité qui lui faisait oublier comment respirer. « Tu es magnifique », dit-il, et ce n'était pas un compliment vide. C'était une déclaration faite avec une révérence presque douloureuse. « Toi aussi », répondit Déborah, et elle rougit en réalisant ce qu'elle venait de dire. « Je veux dire, tu es. Bien. » Benjamin sourit, ce sourire lent et dévastateur qui lui affaiblissait les genoux. Il tendit la main, et quand elle la prit, il entrelacera leurs doigts et les porta à ses lèvres, déposant un baiser doux sur ses jointures, un geste chevaleresque, désuet, qui la fit fondre complètement. La voiture qui les attendait n'était pas ce que Déborah avait imaginé. Ce n'était pas une limousine tape à accent graveleuil ni quelque chose d'excessivement luxueux. C'était une berline élégante, discrète, avec un chauffeur qui hocha poliment la tête avant d'ouvrir la porte arrière pour eux. Benjamin l'aida à monter, sa main ferme sur le bas de son dos, et le contact, même à travers le tissu de sa robe, envoya des vagues de chaleur le long de sa colonne vertébrale. Le restaurant se trouvait dans un quartier calme du West Village que Déborah n'avait jamais exploré. C'était petit, intime, caché dans une rue latérale sans aucune enseigne clignotante sur la porte. À l'intérieur, tout était bois sombre et lumière de bougies, avec seulement 8 tables stratégiquement dispersées pour une intimité maximale. L'arôme d'ail, de beurre et d'herbes fraîches remplissait l'air, faisant gargouiller son estomac de manière embarrassante. Cet endroit, commença-t-elle en regardant autour d'elle avec de grands yeux, est incroyable.
C'est ce qui se rapproche le plus de l'invisibilité à Manhattan, dit Benjamin, alors que le maître d'hôtel les guidait vers une table dans le coin le plus éloigné, partiellement dissimulée par une cloison en verre dépoli. Je voulais un endroit où nous pourrions juste être nous-mêmes. Lorsqu'ils s'assirent, Déborah remarqua qu'il avait délibérément choisi la chaise à côté d'elle au lieu de s'asseoir en face. Ils étaient assis en angle, assez proches pour que leurs genoux se frôlent presque, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui, l'odeur boisée de son eau de Cologne mêlée à quelque chose d'essentiellement masculin. Je ne sais pas si j'ai les moyens de payer la moitié de tout ça, dit doucement Déborah en regardant le menu sans prix. Benjamin prit sa main sur la table, entrelaçant leurs doigts. Tu ne paieras rien. Cette soirée est pour moi. Benjamin, je ne peux pas. Tu le peux, l'interrompit-il doucement, son pouce traçant de l'encercle sur sa paume. Laisse-moi faire ça pour toi, pour nous. La façon dont il dit nous, comme s'il formait déjà une unité, quelque chose de défini, fit se contracter quelque chose dans la poitrine de Déborah. Elle aurait dû protester, maintenir son indépendance, insister pour payer sa part, mais la vérité était qu'elle avait à peine assez d'argent pour couvrir ses factures à la fin du mois, et l'idée que quelqu'un prenne soin d'elle, même pour une nuit, était si séduisante qu'elle hocha simplement la tête. Merci, chuchota TL. Le dîner fut une révélation. Benjamin ne s'était pas contenté de commander pour elle. Il avait prêté attention à chaque commentaire fortuit qu'elle avait fait au café, à chaque petite préférence mentionnée en passant. Le vin était un rouge doux qu'elle avait dit aimer. L'entrée était un risotto aux champignons qu'elle avait mentionné comme étant son plat préféré. Chaque détail montrait qu'il avait écouté, retenu, qu'il s'en souciait. Pendant le repas, la conversation coula avec la même aisance naturelle qu'auparavant. Déborah raconta des histoires drôles de l'hôpital, des patients excentriques, des collègues à l'humour noir, des moments absurdes au milieu de situations tendues. Benjamin riait sincèrement, pas juste par politesse, et contribuait avec ses propres histoires, bien que Déborah remarquât qu'il restait prudent sur les détails spécifiques de son travail. « Tu ne m'as jamais dit exactement ce que tu faisais », souligna-t-elle en prenant une gorgée de vin, ses yeux l'étudiant par-dessus le verre. Benjamin hésita juste une seconde, mais elle le remarqua. « Je travaille dans l'immobilier. »« L'immobilier » répéta-t-elle. « Genre la vente ?»« Quelque chose comme ça, » dit-il vaguement, avant de changer de sujet avec la fluidité de quelqu'un habitué à détourner les questions. « Raconte-moi plus sur pourquoi tu es devenue infirmière. » Déborah laissa passer la question sans réponse, pour l'instant, mais elle rangea cette petite évasion quelque part dans un coin de son esprit. Ce fut au moment du dessert, un tiramisu qu'ils partagèrent, que les choses basculèrent. Déborah racontait une histoire particulièrement stressante sur un patient difficile lorsque ses mains commencèrent à trembler légèrement, un signe d'anxiété qu'elle pensait maîtriser. Elle essaya de le cacher en mettant ses mains sur ses genoux, mais Benjamin le vit. Sans rien dire, il prit une de ses mains et la ramena sur la table, la tenant entre les siennes. Ses doigts étaient longs, chauds, fermes, et la façon dont il caressait doucement ses jointures comme pour essayer de la calmer par le toucher fit se briser quelque chose en elle. « Tu n'as pas besoin de te cacher, » dit-il doucement, ses yeux fixés dans les siens. « Pas de moi. » Déborah sentit les larmes piquer ses yeux, mais cligna rapidement pour les repousser. « C'est juste. C'est beaucoup. Parfois. » « Je sais, » répondit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui disait qu'il savait vraiment, qu'il portait aussi des poids invisibles, qu'il était aussi fatigué de feindre la force alors qu'à l'intérieur il était brisé. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa chacun de ses doigts, lentement, délibérément, sans jamais quitter ses yeux. Le geste était trop intime, trop chargé, et Déborah sentit tout son corps s'enflammer comme si quelqu'un avait craqué une allumette contre sa peau. « Tu sais que tu me bouleverses, n'est-ce pas ?» dit-il contre sa peau, la voix rauque, chargée d'un désir brut qu'il n'essayait même plus de cacher. Déborah ne pouvait pas parler. Elle le fixait simplement, sans voix, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. L'air entre eux était devenu dense, électrique, chargé de quelque chose qui allait bien au-delà de l'attraction physique. C'était de la reconnaissance, c'était du besoin, c'était la sensation effrayante d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait à travers tous vos masques. Benjamin se pencha plus près, sa main libre montant pour toucher son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Je peux t'embrasser » murmura-t-il, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud contre ses lèvres. Déborah ne faisait pas confiance à sa voix, alors elle hocha simplement la tête.
Le baiser commença doucement, juste un effleurement de lèvres, une question tendre, mais quand elle soupira contre sa bouche, quand ses mains montèrent pour agripper le devant de sa chemise, quelque chose en lui se déchaîna. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus désespéré. Sa main s'enfouit dans ses cheveux, inclinant sa tête à l'angle parfait, et Déborah sentit son monde entier se rétrécir à cet instant, au goût du vin sur sa langue, à la chaleur de son corps pressé contre le sien, à la façon dont il l'embrassait comme si elle était de l'air et qu'il était en train de se noyer. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, les fronts reposant l'un contre l'autre, les yeux clos. « Je ne veux pas que cette nuit finisse », avoua Benjamin, la voix éraillée. « Alors ne la laisse pas finir », chuchota Déborah en retour. Et là, dans ce restaurant caché au cœur de Manhattan, tandis que les bougies vacillaient et que le monde extérieur continuait de tourner, quelque chose commença entre eux, quelque chose de dangereux, de consumant, d'inévitable. Les semaines suivantes furent un flou de moments volés et de découvertes inattendues. Benjamin et Déborah devinrent inséparables d'une manière qui les effrayait tous les deux, lui parce qu'il n'avait jamais permis à quiconque de s'approcher si près, elle parce qu'elle avait toujours fait passer sa carrière avant toute relation. Ce fut Déborah qui insista pour montrer son monde à Benjamin, le monde réel, loin des restaurants coûteux et des voitures avec chauffeur. Un dimanche matin, elle le traîna dans une boulangerie portugaise à Irongbound, Newark, où l'odeur du pain frais et des pastéis de nata emplissait l'air. Benjamin, qui prenait habituellement son petit déjeuner lors de réunions d'affaires ou seul dans son penthouse, se retrouva assis à une table en formica usée, mangeant du pain grillé avec du beurre fondu et buvant un café trop fort, entouré de familles bruyantes et de petites vieilles dames parlant portugais. « C'est parfait », dit-il en léchant le beurre sur ses doigts, et Déborah rit de la façon maladroite dont il essayait de manger sans se salir. « C'est réel », corrigea-t-elle en essuyant une miette au coin de sa bouche avec son pouce. Le geste était intime, décontracté, le genre de geste que font les couples sans y penser, et ils se figèrent tous deux en réalisant ce qui venait de se passer. Benjamin attrapa sa main avant qu'elle ne puisse la retirer, entrelaçant leurs doigts et les posant sur la table. Le réel vaut mieux que le parfait. Ils passèrent cette matinée à marcher dans Riverside Park, les feuilles d'automne formant un tapis or et rouge sous leurs pieds, l'Hudson scintillant sous la douce lumière d'octobre. Benjamin tenait fermement la main de Déborah entrelacée avec la sienne, et de temps en temps, il la tirait plus près, embrassant ses cheveux, le côté de son cou, ses lèvres, des baisers furtifs qui les laissaient tous deux sur leur faim. Ce fut lors d'une de ces promenades que Benjamin s'arrêta brusquement, la tirant derrière un large arbre. Déborah rit, surprise, mais le rire mourut dans sa gorge quand elle vit l'intensité dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a » chuchota-t-elle. Il ne répondit pas par des mots, mais prit son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues, et la regarda comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. La couleur exacte de ses yeux sous la lumière du soleil, les taches de rousseur presque invisibles qui parsemaient l'arête de son nez, la façon dont ses lèvres se courbaient quand elle était sur le point de sourire. « Tu me donnes envie de choses que je pensais avoir perdues pour toujours, » dit-il, sa voix basse, rauque, chargée d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Comme quoi ?» demanda Déborah, ses mains montant pour couvrir les siennes, les gardant pressées contre son visage. Comme se réveiller à côté de quelqu'un et vouloir vraiment être là. Comme planifier un avenir qui ne consiste pas seulement à construire plus d'immeubles. Comme ressentir. Déborah sentit les larmes piquer ses yeux. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, doucement d'abord, puis plus profondément, versant dans ce baiser tout ce qu'elle ne pouvait dire avec des mots. Benjamin répondit avec une égale intensité, une main glissant vers sa nuque, l'autre agrippant sa taille, la tirant si près qu'il n'y avait plus d'espace entre leurs corps. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement, les fronts reposant l'un contre l'autre. « Est-ce que tu ressens ça ?» demanda-t-il, la voix rugueuse. « Ça ? C'est de la folie. »« Oui, » admit-elle, la voix tremblante. « Et ça me fait peur. »« Ça me fait peur aussi, » confessa-t-il, mais pas autant que l'idée de ne pas t'avoir. Les baisers devinrent une constante, furtifs, urgents, chargés d'un désir grandissant qu'aucun d'eux n'essayait plus de cacher. Il l'embrassait à la porte de son appartement quand il la déposait après un rendez-vous, la pressant contre le bois alors qu'elle luttait pour trouver ses clés avec des mains tremblantes. Elle l'embrassait dans l'ascenseur en allant quelque part, se moquant des caméras de sécurité, ses mains enfouies dans ses cheveux. Ils s'embrassaient au milieu des conversations, s'interrompant parce que le besoin de sentir les lèvres de l'autre devenait insupportable. Chaque baiser était plus chargé que le précédent, chaque contact promettait davantage.
La tension entregrandissait comme un orage se formant à l'horizon, inévitable, puissante, sur le point d'éclater. Ce fut un jeudi soir, après une journée particulièrement brutale à l'hôpital, que Déborah appela Benjamin en pleurant. Elle avait perdu une patiente, une jeune mère de 2 enfants, arrivée avec des symptômes ressemblant à une grippe commune et repartie sur un brancard recouvert d'un drap blanc. La culpabilité et l'impuissance la consumaient, même en sachant qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Benjamin ne posa pas de questions. Il dit simplement « Je viens te chercher ». 20 minutes plus tard, il était à la porte de son appartement. Déborah ouvrit avec des yeux rouges, portant toujours son uniforme, ses cheveux en désordre à force d'y passer ses mains. Benjamin entra, ferma la porte derrière lui et la tira simplement dans ses bras. Elle s'effondra. Elle pleura contre son torse pendant qu'il la tenait, une main caressant son dos en mouvement lent et réconfortant, l'autre enfouie dans ses cheveux. Il n'essaya pas de la consoler avec des mots vides, ne dit pas que tout irait bien, ne minimisa pas sa douleur. Il la tint simplement pendant qu'elle tombait en morceaux, offrant sa force, sa présence, sa solidité. Quand les larmes cessèrent enfin, Déborah leva le visage, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la compréhension, c'était une douleur partagée, c'était un amour si profond qu'il l'effrayait et la réconfortait en même temps. « Reste avec moi ce soir », murmura-t-elle, la voix rauque d'avoir pleuré. « Pas comme ça. Juste, reste. Je ne veux pas être seul. » Benjamin hocha la tête, embrassant son front avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer à nouveau, mais pour des raisons complètement différentes. Ils passèrent cette nuit allongés dans le lit étroit de Déborah, tout habillés, entrelacés. Benjamin la tenait comme si elle était quelque chose de précieux et fragile, sa main dessinant des motifs paresseux sur son dos. Déborah avait le visage enfoui dans son cou, respirant son odeur, laissant le battement régulier de son cœur la calmer. « Tu es trop forte pour ton propre bien », murmura-t-il contre ses cheveux, la voix ensommeillée. « Je ne me sens pas forte », admit-elle. Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais se briser. C'est de se relever après s'être brisé. Déborah se recula suffisamment pour le regarder, et trouva ses yeux bleu-gris fixés sur elle avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda-t-elle en tentant une légèreté qui échoua. « Quand je t'ai rencontré, » répondit-il simplement. « Tu me donnes envie d'être meilleur. Plus honnête. Plus humain. » La main de Déborah monta pour toucher son visage, ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. Benjamin ferma les yeux, se penchant vers le contact comme une plante se penche vers le soleil, et elle réalisa avec un choc qu'il était tout aussi affamé de connexion véritable qu'elle l'était. « Benjamin » chuchota-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui lui fit ouvrir les yeux. « Oui. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Le silence qui suivit fut absolu. Benjamin l'étudia pendant un long moment, ses yeux scrutant son visage à la recherche du moindre signe de doute, de la moindre hésitation. Quand il n'en trouva aucun, il la tira plus près, l'embrassant avec une intensité qui la laissa étourdie. « Je suis déjà tombé » confessa-t-il contre ses lèvres. « Je suis tombé au moment où tu es entré dans ce café trempé par la pluie et que tu m'as regardé comme si j'étais réel. » Ils firent l'amour cette nuit-là, pas avec l'urgence désespérée qui s'était construite entre eux, mais avec une tendresse lente et délibérée qui semblait plus intime que tout ce que Déborah avait jamais vécu. Benjamin touchait chaque centimètre d'elle comme s'il apprenait une nouvelle langue, attentif à ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait se cambrer, ce qui la faisait murmurer son nom comme une prière. Quand ils s'unirent enfin, Déborah sentit des larmes couler du coin de ses yeux, non pas de tristesse, mais de quelque chose de si grand, si submergent, que son corps ne savait pas comment le contenir. « Je suis là » chuchota Benjamin, essuyant ses larmes par des baisers. « Je suis là et je ne vais nulle part. » Et pour la première fois depuis des années, Déborah crut que quelqu'un resterait vraiment. Après, ils restèrent entrelacés, leur respiration revenant à la normale, la sueur refroidissant sur leur peau. Benjamin avait le menton posé sur le sommet de la tête de Déborah, ses doigts dessinant des cercles paresseux sur son épaule nue. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. « On laisse les choses arriver » répondit-il, la voix ensommeillée mais certaine. « Quoi que ce soit. » Et tandis que Manhattan continuait de vibrer au dehors, indifférent au miracle silencieux qui se produisait dans ce minuscule appartement de Brooklyn, 2 cœurs solitaires trouvèrent enfin un foyer l'un dans l'autre. La vérité a un poids spécifique, assez lourd pour écraser mais aussi assez libérateur pour guérir.
Benjamin portait sa vérité comme une pierre dans sa poitrine depuis des semaines, et chaque moment de bonheur authentique avec Déborah rendait le poids plus insupportable. Il n'avait pas prévu de le lui dire ce soir-là. En fait, il avait prévu de ne jamais le dire, de vivre pour toujours dans cette bulle où il n'était que Benjamin, l'homme qui fréquentait les cafés bon marché et mangeait des tartines beurrées dans des boulangeries portugaises. Mais les mensonges, même les mensonges par omission, ont une façon de devenir toxiques lorsqu'ils sont mélangés à l'amour véritable. C'était un vendredi soir, et Déborah avait insisté pour cuisiner pour lui chez elle. Benjamin avait essayé de la convaincre de le laisser apporter le dîner, mais elle avait été catégorique. Elle voulait faire quelque chose pour lui, voulait prendre soin de lui de la même manière qu'il prenait soin d'elle. Quand Benjamin arriva à 19h, portant une bouteille de vin qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Déborah bien qu'elle ne le sût pas, il la trouva dans la minuscule cuisine, les cheveux tirés en un chignon désordonné, une tache de sauce tomate sur la joue, complètement concentrée à ne pas brûler ce qui se trouvait sur la cuisinière. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le cadre de la porte, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. Déborah sursauta, se retournant si vite qu'elle faillit renverser la casserole. « Tu m'as fait peur. »« Et non, je n'ai pas besoin d'aide. Assieds-toi, bois du vin. Laisse-moi prendre soin de toi pour une fois. » Il y avait quelque chose d'adorable dans sa détermination, la façon dont elle essayait désespérément de l'impressionner avec ses talents culinaires manifestement limités. Benjamin obéit, s'asseyant sur le canapé usé qui occupait la majeure partie du petit salon. Mais ses yeux ne la quittèrent jamais, la façon dont elle mordait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait, la façon dont elle se parlait à elle-même en vérifiant l'assaisonnement, les petits pas de danse qu'elle faisait quand elle pensait que personne ne regardait. « Tu me regardes ?» accusa Déborah sans se retourner, mais il pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Je te regarde toujours » admit-il en versant 2 verres de vin. « Tu es la chose la plus intéressante que j'ai jamais vue. »« Plus intéressante que tes immeubles ?» taquina-t-elle, se tournant enfin pour lui faire face, les mains sur les hanches. Benjamin se figea. C'était une question banale, innocente même, mais elle touchait à quelque chose qu'il avait soigneusement évité. « Mes immeubles ?» répéta-t-il, la voix prudente. Déborah prit son verre de vin et vint s'asseoir à côté de lui sur le canapé, repliant ses jambes sous elle. « Tu as dit que tu travaillais dans l'immobilier. Je suppose que cela implique des immeubles d'une manière ou d'une autre. »« C'est le cas, » dit-il lentement, prenant une généreuse gorgée de vin. Elle l'étudia un instant, la tête penchée sur le côté. « Tu ne parles jamais de ton travail. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ce n'est pas intéressant. »« Menteur, » dit-elle doucement, mais sans jugement. « Tu n'en parles pas parce que tu ne veux pas que je sache. »« La question est, pourquoi ?» Benjamin posa son verre sur la table basse, passant ses mains sur son visage. Le moment de vérité était arrivé, qu'il le voulût ou non. Il pouvait sentir l'opportunité lui glisser entre les doigts. Lui dire maintenant, ou perdre sa chance d'être honnête avant qu'elle ne le découvre par elle-même. « Déborah » commença-t-il en se tournant vers elle. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton de sa voix, sérieux, presque grave, fit disparaître le sourire de Déborah. Elle posa son propre verre et se tourna complètement vers lui, les jambes toujours pliées mais désormais tendues. « Est-ce que tout va bien ? » « Je n'ai pas été complètement honnête avec toi, » dit-il, se forçant à maintenir le contact visuel même si chaque instinct lui criait de fuir. « Sur qui je suis ? » Le cœur de Déborah commença à battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Benjamin prit une profonde inspiration, se préparant. « Mon nom complet est Benjamin Cross. Et je ne travaille pas seulement dans l'immobilier. Je suis propriétaire de Cross Développement, l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de New York. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Déborah le fixait, assimilant l'information, ses expressions passant lentement de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la trahison. « Cross Développement » répéta-t-elle, la voix étrangement calme. « Ceux qui ont construit ces tours de luxe à Tribeca ? Celles qui coûtent 20 millions par appartement ? » « Oui. »« Et tu es propriétaire de ça ? » ?»« Oui. » Déborah se leva brusquement du canapé, reculant loin de lui comme si sa présence la brûlait soudainement. Benjamin se leva aussi, essayant de la retenir, mais elle leva une main, l'arrêtant sur place. « Laisse-moi bien comprendre, » dit-elle, la voix tremblant d'une émotion qu'elle essayait clairement de contrôler.
Tu es l'un des hommes les plus riches de New York. Un milliardaire. Techniquement, oui, mais... Et tu n'as pas pensé qu'il était important de mentionner cela. Je voulais que tu me voies pour qui je suis, dit Benjamin en faisant un pas vers elle. Pas pour ce que je possède. Mais tu as caché qui tu étais. Hurla presque Déborah, des années d'indépendance farouche et de fierté blessée explosant à la surface. Comment puis-je te faire confiance alors que tu me mens depuis le début? Je n'ai jamais menti, protesta Benjamin, sa propre voix s'élevant. J'ai juste. Je ne t'ai pas tout dit. C'est un mensonge par omission. Riposta-t-elle, des larmes brillant maintenant dans ses yeux. Tu m'as laissé croire que nous étions égaux d'une certaine manière, que nous étions au même niveau, et pendant tout ce temps, tu faisais quoi? Tu t'amusais? Tu jouais à être normal? Ce n'était pas un jeu, dit Benjamin, la voix brisée par l'émotion. Ces moments avec toi ont été les plus réels de toute ma vie. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vu comme un humain, pas comme un compte en banque ou une opportunité d'affaires. Alors tu m'as utilisé pour te sentir mieux à propos de ta vie privilégiée, lança Déborah, sachant qu'elle était injuste mais incapable d'arrêter les mots. Comme c'est pratique. Ce n'est pas comme ça, dit Benjamin, comblant la distance entre eux et agrippant ses épaules doucement mais fermement. Regarde-moi, s'il te plaît. Déborah ne voulait pas regarder. Elle voulait rester en colère, rester blessée, construire des murs autour de son cœur avant qu'il ne puisse la blesser davantage. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brisé et de désespéré, qui lui fit lever les yeux à contre-cœur. Ce qu'elle vit dans son regard la fit marquer une pause. Ce n'était pas de l'arrogance ou de l'amusement à ses dépens. C'était une vulnérabilité brute, une peur authentique de perdre quelque chose de précieux, et une honnêteté si douloureuse qu'elle faillit détourner le regard à nouveau. Toute ma vie, dit-il, la voix basse mais intense, les gens ne s'approchent de moi que pour deux raisons. Ils veulent mon argent ou ils veulent du statut. Mon propre père me voyait comme un héritier, pas comme un fils. Les femmes avec qui je suis sorti voulaient seulement être vues à mon bras ou dépenser ma fortune. J'étais seul au milieu de la foule. Il fit une pause, déglutissant difficilement, ses mains quittant ses épaules pour encadrer son visage avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de ses mots. Et puis tu es entré dans ce café, trempé par la pluie, épuisé d'avoir sauvé des vies, sans aucune idée de qui j'étais. Et tu m'as regardé comme si j'étais juste un homme. Quelqu'un à qui cela valait la peine de parler. Quelqu'un de réel. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vivant. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Déborah, et Benjamin les essuya avec ses pouces, même si sa propre vision se brouillait. J'aurais dû te le dire plus tôt, admit-il, la voix rauque. Je le sais. Mais j'avais tellement peur que tu changes, que tu me regardes différemment, que ce que nous avions devienne juste une autre transaction au lieu de quelque chose de réel. Mais c'était réel pour moi, sanglota Déborah. Tu étais réel pour moi. Je le suis toujours, insista-t-il. L'homme qui t'a rencontré dans ce café, qui a écouté tes histoires, qui t'a tenu dans ses bras quand tu pleurais, c'est moi. L'argent n'y change rien. Ça change tout, dit-elle en secouant la tête. Tu vis dans un monde différent. Tu as des problèmes différents. Comment cela pourrait-il marcher? Parce que je te choisis, dit Benjamin avec une intensité farouche qui la fit se figer. Au-delà de tout, de l'argent, du statut, de la vie que j'ai bâtie, c'est toi que je choisis. Si tu me le permets. Déborah ferma les yeux, essayant d'assimiler la nouvelle, tentant de séparer la colère de la peur, la trahison de la compréhension. Une part d'elle voulait le mettre à la porte, protéger son cœur avant qu'il ne soit davantage brisé. Mais une autre part, celle qui était tombée amoureuse de cet homme, milliardaire ou non, se souvenait de chaque moment de tendresse, de chaque rire partagé, de chaque fois où il l'avait tenue comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. J'ai besoin de temps, finit-elle par dire en ouvrant les yeux. J'ai besoin de digérer tout ça. La douleur qui traversa le visage de Benjamin était palpable, mais il hocha la tête, la relâchant lentement comme si chaque centimètre de distance lui faisait physiquement mal. De combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Juste. Non, je ne peux pas gérer ça maintenant. Quelque chose brûle encore dans la cuisine, le dîner est probablement fichu et je. Sa voix se brisa et Benjamin dut se faire violence pour ne pas la tirer à nouveau dans ses bras. D'accord, dit-il doucement. Je te laisse réfléchir.
Mais Déborah? Elle le regarda, attendant la suite. Je t'aime, dit-il, simple et direct. Peu importe le temps dont tu auras besoin, peu importe si tu décides que tu ne peux pas supporter ça, je t'aime et cela ne changera pas. Benjamin partit après cela, laissant la bouteille de vin coûteuse sur la table et n'emportant avec lui que le poids de la vérité enfin révélée et la peur dévastatrice que l'honnêteté ne lui coûte la seule relation authentique qu'il n'ait jamais eue. Déborah resta debout au milieu de son minuscule salon, écoutant l'ascenseur descendre, ses pas s'éloigner, la porte de l'immeuble se refermer. Quand le silence s'installa enfin, elle se laissa glisser au sol et pleura, non seulement à cause du mensonge, mais à cause de l'impossible complication qu'était devenu l'amour. Le silence a une texture. Déborah le découvrit dans les jours qui suivirent cette nuit dévastatrice. Ce n'était pas simplement l'absence de son. C'était une présence oppressante qui remplissait chaque recoin de son appartement, chaque moment vide de sa journée, chaque respiration prise sans Benjamin à ses côtés. 5 jours, 120 heures, 7200 minutes depuis qu'il avait franchi la porte, ne laissant derrière lui que l'écho de ses derniers mots, « Je t'aime ». Déborah se jeta dans le travail avec une intensité qui alarmait même ses collègues les plus dévoués. Elle enchaînait les doubles gardes, remplaçait les autres, se portait volontaire pour les cas les plus difficiles, tout pour occuper son esprit, pour épuiser son corps au point de s'effondrer dans son lit et de dormir sans rêver. Parce que lorsqu'elle rêvait de lui, de la façon dont ses doigts traçaient des motifs sur sa peau, du son rauque de son rire, de ses yeux bleu-gris qui la voyaient vraiment. Mais le travail, aussi épuisant fût-il, ne pouvait combler le vide laissé par Benjamin. Elle se surprenait à prendre son téléphone toutes les quelques minutes, vérifiant des messages qui n'arrivaient pas. Il n'avait pas essayé de la contacter depuis cette nuit-là, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Mais Dieu, comme elle souhaitait qu'il le fasse. Comme elle brûlait d'envie de recevoir un texto, un appel, n'importe quel signe prouvant qu'il était toujours là, à attendre. C'est un mardi, lors d'une pause entre deux patients, qu'elle s'avoua enfin la vérité. Il lui manquait. Pas seulement la version de lui qu'elle avait connue, l'homme des cafés bon marché et des promenades au parc, mais toute sa complexité. L'homme qui construisait des gratte-ciel et avait peur de l'attachement. Le milliardaire qui préférait les tartines beurrées au caviar. L'être humain brisé qu'il avait tenu comme si elle était la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Son absence était physique. Elle la ressentait dans sa poitrine, une douleur constante comme si on lui avait arraché un organe vital en laissant un trou béant. Ses mains semblaient froides sans les siennes entrelacées. Son corps réclamait sa chaleur la nuit. Son cœur battait à un rythme erroné, comme s'il avait oublié sa fonction maintenant que son autre moitié était absente. La nuit, seule dans son appartement sombre, Déborah faisait quelque chose qui l'embarrassait, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire. Elle écoutait les anciens messages vocaux de Benjamin, ceux qu'il avait laissés dans des moments anodins. « Je suis en route. Tu veux un café ? J'ai pensé à toi aujourd'hui en voyant une infirmière passer un savon à un médecin dans le parc. Bonne nuit, dors bien, rêve de moi. » Elle écoutait sa voix jusqu'à ce qu'elle s'endorme, le téléphone pressé contre sa poitrine comme si elle pouvait transformer les ondes sonores en présence physique. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Benjamin s'effondrait de manière différente mais tout aussi dévastatrice. Il annulait des réunions, ignorait les appels. Son assistante, habituée à sa précision presque robotique, s'alarma lorsqu'il se présenta au bureau avec le même costume 2 jours de suite, la barbe naissante et les yeux rouges témoignant de nuits sans sommeil. Benjamin évitait ces cercles sociaux comme s'ils étaient radioactifs. Les événements caritatifs, les dîners d'affaires, les soirées dans les pantouzes où des femmes parfaitement maquillées le regardaient avec un intérêt calculé, tout cela lui semblait soudain insupportable. Comment pouvait-il retourner dans ce monde vide après avoir goûté à quelque chose de réel? Il passait des heures à fixer son téléphone, tapant des messages qu'il n'envoyait jamais. « Est-ce que je te manque aussi ? Effacé. Penses-tu encore à moi ? Effacé. S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger ça. Effacé. » Chaque message non envoyé était une petite mort, une brique de plus dans le mur qui grandissait entre eux. La nuit, il restait éveillé dans son pantouse absurdement grand, regardant Manhattan à travers les baies vitrées. La ville scintillait de millions de lumières, mais tout semblait gris sans Déborah pour donner de la couleur au monde. Il se surprenait à toucher le côté vide du lit où elle n'avait dormi qu'une seule fois, ses doigts cherchant une chaleur qui n'était plus là. Benjamin commença à repenser toute sa vie. Les choix qu'il avait faits, les priorités qu'il s'était fixées, les années perdues à bâtir un empire au lieu de tisser des liens. Quel était l'intérêt de tout cet argent,
de tout ce succès, si à la fin de la journée, il rentrait chez lui pour ne trouver que silence et solitude? Ce fut son plus vieux partenaire, Marcus, qui finit par le confronter le jeudi, trouvant Benjamin en train de fixer la fenêtre de son bureau à 2 heures du matin, un verre de whisky intact à la main. « Elle t'a quitté ?» demanda directement Marcus en fermant la porte derrière lui. Benjamin ne se retourna pas. « Je ne sais pas. Peut-être. Elle devrait probablement le faire. » Pourquoi? Parce que je lui ai menti. Sur qui je suis? Marcus émit un son qui aurait pu être un rire ou un soupir. Tu n'as pas menti sur qui tu es. Tu as menti sur ce que tu as. Ce sont deux choses très différentes, mon ami. Benjamin se tourna enfin, et l'expression sur son visage fit reculer Marcus d'un pas. Tu ne comprends pas. Elle me voyait comme un humain, comme quelqu'un de normal, avec des problèmes normaux, une vie normale, et puis elle a découvert que tout n'était que mensonge. Ce n'était pas un mensonge, l'interrompit fermement Marcus. Les sentiments étaient réels. Les conversations étaient réelles. Le type qu'elle a rencontré. C'était le vrai toi, enfin débarrassé de l'armure que tu portes ici. L'argent ne te définit pas, Ben. La question est-elle assez intelligente pour s'en rendre compte? Benjamin n'avait pas de réponse à cela. C'est le vendredi, une semaine complète après cette nuit fatidique, que Benjamin prit une décision. Il ne pouvait plus garder le silence, ne pouvait plus continuer à respecter l'espace qu'elle avait demandé si cela signifiait la perdre pour toujours. Il prit son téléphone de ses mains tremblantes et enregistra un message vocal. Sa voix était enrouée lorsqu'il commença à parler. Déborah, je ne sais pas si tu veux avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu saches que chaque jour sans toi ressemble à une année. Je me réveille et pendant une seconde, j'oublie que tu n'es pas là, et puis je me souviens, et c'est comme si je recevais un coup de poing à chaque fois. Tu as dit que tu avais besoin de temps, et je respecte ça, mais si tu ressens encore quelque chose, n'importe quoi, rejoins-moi à notre café. Demain, 2 heures de l'après-midi. Je serai là, à t'attendre. Même si tu ne viens pas, j'y serai, parce que j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de te donner cette chance de choisir, de me choisir ou de laisser tomber, et si tu ne viens pas, je comprendrai, mais s'il te plaît, Déborah, s'il te plaît, viens. Il envoya le message avant de pouvoir se raviser, puis passa les 24 heures suivantes à alterner entre un espoir désespéré et un désespoir résigné. Déborah écouta le message à 23 heures, caché sous sa couette dans sa chambre obscure. Les premiers mots firent déjà couler des larmes sur son visage. Quand il dit que chaque jour sans toi ressemble à une année, elle dut étouffer un sanglot dans son oreiller pour ne pas réveiller les voisins. Elle écouta le message 3 fois, puis 5, puis arrêta de compter, et alors que ces mots résonnaient dans son esprit et si tu ressens encore quelque chose, rejoins-moi à notre café et Déborah réalisa une vérité qu'elle tentait de nier depuis une semaine entière. Elle n'était pas en colère qu'il ait caché son argent. Elle avait peur. Peur que leur monde soit trop incompatible, peur de ne pas être assez bien pour quelqu'un comme lui, peur de se donner entièrement et d'être laissé pour compte. Mais la douleur d'être loin de lui, l'agonie physique de son absence, était pire que n'importe quelle peur. Et peut-être, juste peut-être, que l'amour signifiait être assez courageux pour essayer, même quand on a peur. Déborah regarda l'horloge. Minuit 15 dans moins de 14 heures, il l'attendrait au café. La question était, aurait-elle le courage de venir? La nuit passa lentement. Déborah ne dormit pas, restait là à fixer le plafond, le téléphone pressé contre sa poitrine, son cœur battant au rythme d'une question constante. Vas-y. N'y va pas, vas-y. N'y va pas. Quand le soleil se leva enfin, peignant sa chambre d'or, Déborah n'avait toujours pas décidé. Mais son corps avait apparemment une volonté propre. Car lorsque 13h45 arriva, elle se retrouva à sortir de la douche, enfilant ce simple chemisier blanc qu'il avait dit aimer, séchant ses cheveux, mettant ses chaussures. À 13h55, Déborah se tenait devant le café de Soho, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre. À travers la vitrine, elle pouvait voir Benjamin assis à la même table où tout avait commencé, regardant la porte avec une expression mêlant espoir et peur d'une manière si vulnérable que cela faisait mal à voir. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. Lorsque Benjamin leva les yeux et la vit là, debout dans l'entrée avec le soleil de l'après-midi illuminant ses cheveux, l'expression qui traversa son visage fut un mélange de soulagement dévastateur et de joie incrédule. Elle était venue. Contre toute attente, contre toutes ses peurs, elle était venue.
Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant pour recommencer. Le monde entier sembla se mettre en pause lorsque Déborah franchit la porte du café. La clochette au-dessus de l'entrée tinta, ce même son délicat qui avait marqué leur première rencontre, mais cette fois, il portait le poids d'un nouveau départ, d'une seconde chance qu'ils savaient tous deux trop précieuse pour être gâchée. Benjamin se leva si vite qu'il faillit renverser sa chaise. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens alors qu'elle avançait lentement vers la table, chaque pas délibéré, chargé de sens. Il avait l'air différent, plus mince, sa barbe plus longue qu'à l'accoutumée, ses yeux cernés d'ombres sombres qui racontaient des nuits blanches. Mais lorsqu'il la regarda, ses yeux bleu-gris s'illuminèrent d'une lueur si intense que Déborah sentit ses genoux faiblir. « Tu es venu, dit-il, et sa voix était rauque, brisée sur les bords, comme s'il avait oublié comment l'utiliser. « Je suis venu, répondit Déborah, s'arrêtant à quelques pas de lui, encore incertaine, encore effrayée, mais là. Elle était là. Pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder à travers ce petit espace qui semblait à la fois insignifiant et infranchissable. Déborah pouvait voir la façon dont ses mains tremblaient légèrement le long de ses flancs, comme s'il se retenait physiquement de l'atteindre. Elle pouvait voir le pouls rapide dans son cou, la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration soigneusement contrôlé. « Est-ce que je peux » commença Benjamin en tendant une main hésitante. « Est-ce que je peux te toucher, s'il te plaît ?» La vulnérabilité brute dans cette question, ce puissant milliardaire demandant la permission comme si elle était quelque chose de sacré qu'il n'avait aucun droit de profaner, brisa quelque chose en Déborah. Elle combla la distance entre eux en deux pas rapides et se retrouva dans ses bras, le visage enfoui dans son torse, ses mains agrippant le devant de sa chemise comme si elle se noyait et qu'il était l'air. Benjamin l'enveloppa si étroitement que cela en était presque douloureux, une main derrière sa tête, l'autre pressée fermement contre son dos. Il enfouit son visage dans ses cheveux, inspirant profondément, mémorisant son odeur, la lavande et quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement Déborah. « Tu m'as manqué » chuchota-t-elle contre sa poitrine, sa voix étouffée par le tissu de sa chemise. « Mon Dieu, Benjamin, tu m'as tellement manqué, je croyais que j'allais mourir. »« Je sais, » dit-il, la voix rauque d'émotion, moi aussi. Chaque seconde sans toi était une agonie. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, simplement à se tenir, réapprenant la texture de l'autre, le son d'une respiration synchronisée, le battement de deux cœurs qui avaient perdu le rythme et retrouvaient enfin leur tempo. Quand ils s'écartèrent enfin suffisamment pour se regarder, Déborah leva une main tremblante pour toucher son visage. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, maintenant couverte d'une barbe plus épaisse, puis remontèrent pour toucher les ombres sous ses yeux. « Tu ne dors pas » dit-elle, non pas comme une question, mais comme un constat inquiet. « Je ne peux pas » admit-il en se penchant vers son toucher comme une plante vers le soleil. « Chaque fois que je ferme les yeux, je ne vois que toi. Chaque fois que je commence à m'endormir, je me réveille en te cherchant, et tu n'es pas là. » « Moi aussi » confessa Déborah, ses yeux s'emplissant de larmes. « J'ai passé toute la semaine à essayer de me convaincre que j'étais en colère, que tu m'avais trahi, que ça ne pouvait pas marcher entre nous. Mais la vérité, c'est que j'avais juste peur. » « Peur de quoi » demanda doucement Benjamin, ses mains se levant pour tenir son visage, ses pouces essuyant les larmes qui commençaient à tomber. « De ne pas être assez » admit-elle, la voix brisée. « Tu vis dans un monde tellement différent du mien. Des pantouzes, des jets privés, des galas. Comment est-ce que je m'intègre là-dedans? Je suis juste une infirmière avec un minuscule appartement et des dettes d'étudiante. Que vois-tu en moi que tu ne peux pas trouver chez des milliers d'autres femmes qui appartiennent vraiment à ton monde? » Benjamin ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient physiquement blessé. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une intensité qui lui coupa le souffle. « Regarde-moi, dit-il, la voix basse mais féroce. Regarde vraiment. » Déborah obéit, ses yeux bruns fixés dans les siens. « Ces autres femmes, poursuivit-il, elles voient mon compte en banque, elles voient des opportunités, elles voient un statut. Mais toi, tu m'as vu moi, l'homme en dessous de tout ça, le type seul dans un café, portant un poids suffisant pour écraser la plupart des gens. Et au lieu de t'enfuir, tu t'es assise à côté de moi et tu m'as traité comme un être humain. » Il fit une pause, déglutissant difficilement, ses mains encadrant toujours son visage comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour être lâché. « Tu penses que tu n'es pas assez » dit-il, et sa voix était chargée de quelque chose entre le rire incrédule et la douleur pure. « Déborah, tu es la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Tu es la seule personne qui me donne envie d'être meilleure, de faire mieux, de vivre mieux.
Je me fiche que tu vives dans un minuscule appartement ou un manoir. Je te choisis. Je te choisirai toujours. Même en sachant que je ne comprends pas ton monde, demanda-t-elle d'une petite voix. Surtout parce que tu ne le comprends pas, répondit-il. Parce que tu ne t'en soucies pas. Tu te soucies de moi, et ça. Ce genre d'amour, ce genre de regard est plus rare que n'importe quelle fortune que je pourrais bâtir. Déborah sentit quelque chose se briser en elle, non pas douloureusement, mais comme de la glace qui se rompt, permettant enfin à quelque chose de chaud de couler à travers les fissures. Elle regarda Benjamin, le regarda vraiment comme il l'avait demandé, et ne vit pas le milliardaire, pas le magnate de l'immobilier, mais l'homme. L'homme qui avait écouté ses histoires d'hôpital avec une attention sincère. L'homme qui l'avait tenue pendant qu'elle pleurait. L'homme qui préférait le café bon marché dans des endroits cachés, parce que là, il pouvait être lui-même. Tu m'as manqué, dit-elle à nouveau, mais cette fois les mots portaient un poids différent, non seulement le manque, mais la reconnaissance. Tu m'as manqué comme si je me manquais à moi-même, comme si tu avais pris une partie de moi quand tu es parti. Parce que c'est le cas, dit Benjamin, son front reposant maintenant contre le sien. Si proche qu'elle pouvait voir chaque nuance de couleur dans ses yeux, le gris mélangé au bleu, les petites taches vertes près des pupilles. Et tu as pris une partie de moi, et je pense. Je pense que nous ne fonctionnons en entier que lorsque nous sommes ensemble. Je t'aime, chuchota Déborah, et cette fois il n'y avait aucune peur dans les mots, seulement une vérité brute et indéniable. L'expression qui traversa le visage de Benjamin était sublime, un soulagement si profond qu'il semblait douloureux, une joie si intense qu'elle semblait transcendante, un amour si grand qu'il semblait déborder de chaque pore de son être. Je t'aime, répondit-il immédiatement, sans hésitation, sans réserve. Je t'aime plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Je t'aime d'une manière qui m'effraie et me complète en même temps. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas comme les baisers précédents, ce n'était pas chargé d'une urgence désespérée ou d'une passion débridée. Ce baiser était quelque chose de différent. C'était une promesse. C'était le pardon. C'était un nouveau départ. C'était doux, profond et infini, comme si tous deux tentaient de verser chaque émotion inexprimée, chaque instant de manque, chaque morceau d'amour sur les lèvres de l'autre. Déborah fondit contre lui, ses mains remontant pour s'enfouir dans ses cheveux, le tirant plus près même s'il n'y avait plus d'espace entre eux. Benjamin la tenait comme si elle risquait de disparaître s'il relâchait son étreinte, une main derrière sa tête, l'autre pressée fermement contre la cambrure de ses reins. Autour d'eux, le café continuait de vivre, les gens commandaient, les conversations bourdonnaient, la machine à expresso sifflait. Mais ils étaient dans leur propre bulle, un univers à deux où rien d'autre ne comptait au-delà de ce moment, de ce baiser, de cette seconde chance qu'ils savaient tous deux être un miracle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort, les fronts toujours appuyés l'un contre l'autre, les yeux fermés, comme si les ouvrir risquait de rompre le charme. « Rentre avec moi », chuchota Benjamin contre ses lèvres. « On n'est obligé à rien, juste être ensemble. C'est juste que... Je ne veux pas te laisser partir tout de suite. » Déborah ouvrit les yeux et trouva les siens fixés sur elle, vulnérable et plein d'espoir. « Oui, dit-elle simplement. » Et lorsqu'ils quittèrent le café, les mains entrelacées si fermement qu'il aurait été impossible de les séparer, tous deux savaient que quelque chose avait fondamentalement changé. Ce n'était plus seulement de l'amour, c'était un choix conscient. C'était le pardon. C'était l'engagement de surmonter les différences, de bâtir des ponts entre les mondes, de se choisir l'un l'autre, encore et encore, même quand c'était difficile. Ils s'étaient trouvés dans une tempête, s'étaient perdus dans la peur et maintenant ils recommençaient dans la clarté d'un amour qui avait survécu à la vérité. Et peut-être, juste peut-être, que ce genre d'amour était assez fort pour durer toujours. Le Penthouse de Benjamin trônait au sommet de l'un des immeubles les plus exclusifs de Manhattan, un lieu qu'il avait lui-même conçu des années auparavant, quand il croyait encore que l'altitude et le luxe pouvaient combler le vide en lui. Lorsque les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement sur le salon, Déborah se figea un instant, absorbant l'immensité de l'espace, des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville s'étendant dans toutes les directions, des finitions en marbre et en bois sombre, de l'art contemporain aux murs, des meubles minimalistes qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an. Mais ce qui capta vraiment son attention, ce n'était pas le luxe ostentatoire. C'était la façon dont Benjamin semblait mal à l'aise dans son propre espace, comme si ce palais dans le ciel était une cage dorée plutôt qu'un foyer. « C'est beaucoup, dit-il doucement, observant sa réaction avec une nervosité à peine dissimulée. Je sais,
mais je tenais à ce que tu vois ça. Tout. Cela fait aussi partie de qui je suis. Déborah se tourna vers lui, et une tendresse dans ses yeux le fit se détendre légèrement. Je me fiche de tout ça, dit-elle honnêtement en désignant l'appartement somptueux. C'est toi qui m'importe. Quelque chose dans sa façon de le dire, si simple, si vrai, poussa Benjamin à franchir l'espace qui les séparait en trois grandes enjambées. Il la tira dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux, la respirant comme si elle était de l'oxygène et qu'il venait de passer une éternité sous l'eau. « Comment peux-tu être réel » murmura-t-il contre sa tempe. « Comment fais-tu pour juste m'accepter » Parce que tu m'acceptes, répondit Déborah en penchant la tête en arrière pour le regarder, avec tout mon désordre, mes peurs, mes insécurités. Tu n'essaies jamais de me changer ou de me réparer. Tu m'as juste aimé. Le mot aimer resta suspendu entre eux, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé, de tout ce qui était encore à venir. Benjamin prit le visage de Déborah entre ses mains, ses pouces traçant la ligne de ses pommettes avec une révérence qui la fit se sentir précieuse, adorée. « Laisse-moi te montrer, chuchota Théil, la voix rauque. Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. » Ce n'étaient pas des mots qui attendaient une réponse, c'était une promesse, une déclaration d'intention qui fit s'emballer le cœur de Déborah et coupa son souffle. Il l'embrassa alors, et ce baiser fut différent des précédents. C'était lent, délibéré, chaque mouvement de sa langue une exploration, chaque pression de ses lèvres une question silencieuse demandant la permission. Déborah fondit contre lui, ses mains remontant pour s'enrouler autour de son cou, le tirant plus près. Benjamin la souleva sans effort, et elle enroula ses jambes autour de sa taille alors qu'il la portait à travers l'appartement, sans jamais rompre le baiser. Il naviguait dans l'espace avec une aisance née de l'habitude, mais son attention était entièrement focalisée sur elle, sur la façon dont elle soupirait contre sa bouche, sur la façon dont ses doigts se tordaient dans ses cheveux, sur la chaleur de son corps pressé contre le sien. La chambre était aussi minimaliste que le reste de l'appartement, un lit king size au drap blanc, des murs de verre offrant une vue sur la ville qui commençait à s'illuminer à la tombée de la nuit, un éclairage tamisé créant une lueur chaude et intime. Benjamin la posa doucement à côté du lit, et pendant un instant, ils restèrent là, à se regarder. Dehors, Manhattan vibrait de vie, des millions de personnes vaquant à leurs occupations, complètement inconscientes du moment sacré qui se déroulait dans cette pièce. Mais à l'intérieur, le temps s'était arrêté, il n'y avait que Benjamin et Déborah, deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers le chaos et la douleur. « Tu es si belle », dit Benjamin, et il n'y avait rien de désinvolte dans ces mots, ils étaient prononcés avec une solennité presque religieuse, comme s'il faisait un vœu. Déborah sentit les larmes lui piquer les yeux, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était quelque chose de bien plus grand, de la gratitude peut-être, ou du soulagement, ou simplement l'ampleur écrasante d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un que l'on aime. Il commença à déboutonner son chemisier lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Chaque bouton libéré était accompagné d'un baiser, sur son front, sur le bout de son nez, au coin de sa bouche, sur son cou. Lorsque le chemisier glissa enfin de ses épaules et tomba au sol, il s'arrêta, la regardant simplement avec une intensité qui la faisait se sentir à la fois vulnérable et puissante. « Je veux mémoriser chaque centimètre de toi, dit-il, la voix éraillée par un désir à peine contenu. Je veux te connaître comme personne d'autre ne te connaît. » Les mains de Déborah tremblaient légèrement lorsqu'elle commença à déboutonner sa chemise à lui, ses doigts maladroits d'anticipation et de nervosité. Benjamin couvrit ses mains des siennes, l'aidant, la guidant, mais la laissant imposer le rythme. Lorsqu'ils furent enfin peau contre peau, Benjamin l'allongea doucement sur le lit, se positionnant au-dessus d'elle, mais soutenant son poids sur ses coudes pour ne pas l'écraser. Il embrassa son cou, la courbe de son épaule, l'avalait entre ses seins. Chaque baiser était une adoration, chaque contact une promesse. « Benjamin » murmura Déborah, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière, comme une supplique, comme un abandon. Ils firent l'amour pour la première fois cette nuit-là, avec une intensité qui transcendait le physique. Ce n'était pas juste des corps qui s'unissaient. C'étaient des âmes qui s'entrelaçaient. C'étaient des vulnérabilités partagées. C'était la confiance qui se construisait à travers chaque toucher, chaque soupir, chaque mouvement synchronisé. Benjamin la touchait comme si elle était faite à la fois de verre et de diamant, assez précieuse pour être traitée avec un soin infini, mais assez forte pour supporter la profondeur de son désir. Et Déborah se donna complètement, chaque défense tombant, chaque mur s'effondrant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien entre eux que la vérité brute et un amour indéniable. « Tu es mon foyer,
chuchota Théil contre sa peau moite alors qu'ils tentaient tous deux de reprendre leur souffle. Reste avec moi, répondit-elle, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Pour toujours. La deuxième fois fut plus urgente, les mains s'agrippant plus fort, les corps bougeant avec plus d'intensité, le désir alimenté par le souvenir récent du plaisir. La troisième fois fut sur le sol, incapable d'attendre le temps qu'il faudrait pour retourner au lit. La quatrième fut sous la douche, l'eau chaude tombant en cascade sur eux alors qu'il la pressait contre le carrelage froid, créant un délicieux contraste de température. Entre chaque fois, ils parlaient, des murmures dans l'obscurité sur leurs rêves et leurs peurs, sur des passés douloureux et des futurs pleins d'espoir. Benjamin lui raconta son enfance solitaire, un père qui voyait l'amour comme une faiblesse et la connexion comme une vulnérabilité. Déborah partagea l'histoire de sa famille distante, son choix de devenir infirmière pour sauver des gens, comme personne n'avait sauvé son jeune frère mort trop tôt. La cinquième fois fut différente, plus lente, plus tendre, chaque mouvement délibéré et plein de sens. Ils se regardèrent dans les yeux tout le temps, se voyant d'une manière qui allait au-delà du physique, se connectant à des niveaux qui n'avaient pas de nom. « Je t'aime », dit Benjamin, et il le répéta encore et encore comme un mantra, comme si plus il le disait, plus cela deviendrait vrai, bien que ce fût déjà la chose la plus vraie de sa vie. « Je sais », répondit Déborah en touchant son visage de ses doigts tremblants. « Je le sais parce que je le sens. Je t'aime aussi, tellement que ça m'effraie. » La sixième fois fut plus tard, quand la ville s'était enfin calmée et que Manhattan dormait ou du moins sa version du sommeil, avec des lumières clignotant encore et la circulation s'écoulant en contrebas. Ils firent l'amour avec l'urgence de deux personnes qui avaient failli se perdre et qui étaient trop reconnaissantes de cette seconde chance pour gaspiller un seul instant. C'est lors de la septième fois, alors que le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, peignant Manhattan de rose et d'or, que quelque chose changea. Ce n'était plus seulement physique, c'était spirituel, transcendant. C'était devenir un, d'une manière qui dépassait le corps, dépassait l'esprit, atteignant quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. « Tu es la seule chose réelle que j'ai jamais eue », murmura Benjamin, la voix brisée par l'émotion alors qu'il bougeait en elle. « Reste avec moi pour toujours », implora Déborah, ses doigts s'enfonçant dans son dos, son corps s'arquant pour rencontrer le sien. « Toujours », promit-il, « pour toujours et au-delà. » Lorsqu'ils s'effondrèrent finalement, épuisés et comblés, entrelacés de telle manière qu'il était impossible de dire où l'un finissait et l'autre commençait, la lumière du matin inondait la pièce. Benjamin tira les draps sur eux, mais ne lâcha pas Déborah. Il la garda pressée contre sa poitrine, une main caressant paresseusement ses cheveux. Cette fois, murmura Déborah, à moitié endormie, son corps délicieusement endolori d'une façon qu'elle savait qu'elle sentirait pendant des jours. Cette fois, acquiesça Benjamin en embrassant le sommet de sa tête. Et ce n'est toujours pas assez. Ce ne sera jamais assez, sourit Déborah contre sa poitrine, ses doigts traçant des cercles paresseux sur son cœur. Était-ce réel, demanda-t-elle doucement, faisant écho à la question qu'elle avait posée la première fois qu'ils avaient fait l'amour. La seule chose réelle que j'ai jamais eue, répondit Benjamin, exactement comme auparavant. Et là, alors que la ville s'éveillait en bas et qu'un nouveau jour commençait, ils s'endormirent, entrelacés, deux cœurs qui avaient trouvé refuge l'un dans l'autre, deux âmes qui avaient enfin cessé de chercher parce qu'elles avaient trouvé exactement leur place. Cette nuit-là, ils n'avaient pas seulement fait l'amour cette fois. Ils avaient construit quelque chose de permanent, quelque chose de sacré, quelque chose qu'aucune force extérieure ne pouvait briser. Ils s'étaient choisis, complètement, irrévocablement, pour toujours. La lumière du matin pénétra par les immenses fenêtres du Penthouse comme une douce invasion, peignant la chambre de nuances or et ambre. Benjamin se réveilla le premier, comme toujours. Des années de discipline d'entreprise avaient entraîné son corps à se lever tôt, même lorsque son esprit implorait quelques heures de repos supplémentaires. Mais cette fois, le réveil n'apporta pas la solitude familière. Cette fois, il y avait Déborah. Elle était allongée sur le côté, dos à lui, le drap blanc glissant dangereusement bas sur ses reins, révélant la courbe délicate de sa colonne vertébrale et une peau qui portait encore les légères marques de ses doigts de la veille. Ses cheveux étaient étalés sur l'oreiller comme une peinture abstraite, et Benjamin s'accorda un moment pour simplement la regarder, le doux soulèvement de sa respiration, le petit pli entre ses sourcils même dans son sommeil, la façon dont sa main était tendue sur le matelas comme si elle le cherchait, même inconsciemment. Il sourit, une chaleur grandissant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, peut-être de toute sa vie, il se sentait complet. Comme si tous ces morceaux brisés avaient enfin trouvé leur place,
réarrangé autour de cette femme qui était entrée dans sa vie avec de la pluie dans les cheveux et de la compassion dans les yeux. Benjamin se pencha pour embrasser son épaule nue, prévoyant de la réveiller doucement, peut-être de la persuader de rester au lit quelques heures de plus. Mais lorsque son regard erra paresseusement sur les draps, son monde entier s'arrêta. Du sang. Pas beaucoup, juste quelques taches sombres contre le blanc immaculé de la literie de luxe, mais assez pour geler son cœur dans sa poitrine et faire s'échapper tout l'air de ses poumons en un seul instant de pure panique. Déborah. Sa voix sortit étranglée, rauque. Mon amour. Il y a du sang. Elle se réveilla instantanément, comme se réveillent tous les professionnels de santé lorsqu'on les appelle, passant du sommeil profond à l'hypervigilance en une seconde. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle regarda là où il pointait, et Benjamin vit la peur traverser son visage avant qu'elle ne puisse la masquer. Combien, demanda-t-elle, déjà en mode professionnel, même s'il pouvait voir ses mains commencer à trembler. Je ne sais pas. Quelques taches. Déborah, qu'est-ce que... Je dois aller aux toilettes, l'interrompit-elle, se levant déjà du lit, enroulant le drap autour d'elle. Mais lorsque ses pieds touchèrent le sol, elle trébucha légèrement, et Benjamin fut là instantanément, la tenant, la soutenant. « Tu as mal ?» demanda-t-il, la voix tranchante d'une inquiétude à peine contenue. Un peu, admit-elle, et la vulnérabilité dans sa voix Déborah, qui était toujours si forte, si compétente fit se briser quelque chose en lui. Mais c'est peut-être normal. C'est peut-être rien. Mais la façon dont elle dit peut-être, chargée d'incertitude et d'une peur à peine dissimulée, dit tout à Benjamin. Ce n'était pas normal. Quelque chose n'allait pas. Il l'aida jusqu'à la salle de bain, attendant dehors, le poing pressé contre sa bouche, essayant de contrôler la panique qui menaçait de le consumer. Les minutes passèrent comme des heures. Quand elle sortit enfin, son visage était pâle, et des larmes brillaient dans ses yeux, même si elle essayait de maintenir un calme professionnel. « Nous devons aller à l'hôpital, dit-elle, et sa voix était stable, mais Benjamin pouvait entendre le tremblement caché en dessous. Cette fois, il ne posa pas de questions, hocha simplement la tête, prenant déjà son téléphone pour appeler son chauffeur, cartographiant déjà mentalement l'itinéraire le plus rapide vers l'hôpital le plus proche. Mais alors qu'il commençait à se diriger vers le dressing pour prendre des vêtements, Déborah attrapa son bras. « Benjamin, dit-elle, et maintenant les larmes coulaient librement. J'ai peur. » Tous les murs qu'il avait construits au fil des ans, toutes les défenses d'entreprise, toute l'armure émotionnelle qui l'avait protégé de la vulnérabilité, s'effondrèrent instantanément. Il la tira dans ses bras, la serrant si fort que cela faisait presque mal, une main derrière sa tête, l'autre ferme sur son dos. « Je sais, chuchota-t-il contre ses cheveux, moi aussi, mais nous allons découvrir ce que c'est, ensemble, et nous allons y faire face, ensemble. Tu n'es pas seul là-dedans. » « Et si c'est quelque chose de grave, demanda-t-elle, la voix étouffée contre sa poitrine. « Et si je ne peux pas ?»« Non, » l'interrompit-il fermement, la reculant assez pour tenir son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « On ne fait pas de suppositions. On ne crée pas de scénario catastrophe. On va à l'hôpital, on fait les tests, et on gère quoi que ce soit, le moment venu. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture, Benjamin tenant la main de Déborah si fort que ses articulations étaient blanches. Elle portait des vêtements simples qu'il avait trouvés rapidement, mais elle frissonnait malgré le chauffage de la voiture au maximum. Benjamin retira sa propre veste et l'enveloppa autour d'elle, puis la tira contre son flanc, la gardant pressée contre lui. L'hôpital était l'un des meilleurs de Manhattan, chose que Benjamin avait assurée d'un seul coup de fil alors qu'ils étaient encore à l'appartement. À leur arrivée, une équipe attendait déjà, ce que Déborah remarqua, et qui lui fit prendre conscience une nouvelle fois du pouvoir de Benjamin, de la différence réelle entre leurs mondes. Mais ensuite, il était à ses côtés, sa main fermement entrelacée avec la sienne, et rien d'autre ne comptait. Les examens furent invasifs, inconfortables et infiniment longs. Benjamin attendit dehors, incapable de rester assis, faisant les 100 pas dans le couloir avec une énergie frénétique qui poussait les infirmières à lui laisser de l'espace. Lorsqu'on le laissa enfin entrer, il trouva Déborah assise au bord de la table d'examen, portant une blouse d'hôpital qui la faisait paraître petite et vulnérable comme il ne l'avait jamais vue. « Le médecin arrive avec les résultats, » dit-elle, la voix plate d'une manière qui l'effraya plus que ne l'auraient fait des larmes. Benjamin s'assit près d'elle, passant un bras autour de ses épaules pour la rapprocher. « Quoi que ce soit, dit-il fermement, on fera face. » Lorsque le médecin entra enfin,
une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et à l'expression professionnelle, ils se tendirent tous les deux. Mademoiselle Mitchell, commença le médecin en s'asseyant sur une chaise pivotante pour leur faire face. Les examens montrent que vous souffrez d'une endométriose modérée à sévère. Le saignement a été causé par une combinaison d'activité physique intense et de lésions endométriales qui ont pu se rompre. Ce n'est pas une urgence vitale, mais c'est une condition qui devra être gérée. Déborah laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Endométriose, répéta-t-elle, et Benjamin put entendre le soulagement dans sa voix. Non pas parce que la maladie n'était pas sérieuse, mais parce que ce n'était aucun des terribles scénarios que son esprit avait imaginés. Oui, confirma le médecin, c'est traitable. Il y aura de l'inconfort, et cela peut affecter la fertilité à l'avenir. Mais avec une prise en charge appropriée, vous pourrez mener une vie tout à fait normale. Le mot fertilité resta suspendu dans l'air comme une bombe non explosée. Benjamin sentit Déborah se tendre à côté de lui, tout son corps se raidissant. Peut affecter, dit lentement Déborah, ou va affecter? Le médecin hésita, et cette hésitation disait tout. C'est difficile à dire avec certitude. Certaines femmes atteintes d'endométriose n'ont aucun problème pour concevoir. D'autres ont besoin d'une intervention médicale. Et pour certaines, c'est plus difficile. Après le départ du médecin, après avoir reçu les ordonnances et les instructions de suivi, après que Benjamin eut insisté pour tout payer une chose pour laquelle Déborah était trop épuisée émotionnellement pour discuter, ils retournèrent à la voiture en silence. Ce ne fut que lorsque le chauffeur ferma la vitre de séparation, leur donnant de l'intimité, que Déborah parla enfin. « Et si je ne pouvais pas tout te donner, Benjamin » chuchota-t-elle, les yeux remplis de larmes fixées sur ses mains jointes sur ses genoux. « Et si je ne pouvais pas te donner d'enfant ? Et si » Arrête, l'interrompit Benjamin en la tournant vers lui. Il y avait des larmes dans ses propres yeux maintenant, chose que Déborah n'avait jamais vue auparavant. Arrête ça. Il tenait son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Tu m'as déjà tout donné, dit-il, la voix rauque d'émotion. Toi. Tu m'as donné toi. Tu m'as donné un but. Tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as donné une raison de me réveiller le matin qui n'est pas de construire un autre immeuble sans âme. Si nous avons des enfants, nous serons reconnaissants. Si nous n'en avons pas, nous serons reconnaissants pour ce que nous avons, l'un l'autre. Mais tu mérites. Toi, l'interrompit-il encore. Je te mérite, et tu mérites un homme qui t'aime pour qui tu es, pas pour les fonctions biologiques que ton corps peut ou ne peut pas accomplir. Comprends bien que tu n'es pas défini par ça. Déborah craqua, en sanglots, secouant tout son corps. Benjamin la tira maladroitement sur ses genoux à l'arrière de la voiture, la tenant pendant qu'elle pleurait. De peur, de soulagement, d'amour, de toute l'intensité écrasante des dernières heures. Je t'aime, chuchota-t-il contre ses cheveux, encore et encore, comme un mantra. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et rien, absolument rien ne changera ça. Et là, sur la banquette arrière d'une voiture de luxe traversant les rues de Manhattan, tandis que la ville continuait, indifférente au drame humain qui se jouait à l'intérieur de ce véhicule, deux cœurs se lièrent encore plus fermement, non par la passion cette fois, mais par quelque chose de plus profond. L'engagement face à l'adversité. Un amour qui choisissait de rester même quand les choses devenaient difficiles. Car le véritable amour, ce n'est pas seulement des nuits parfaites et des moments magiques. C'est se tenir la main quand il y a du sang sur les draps. C'est dire je t'aime quand l'avenir devient incertain. C'est choisir de rester, encore et encore, même quand ça fait peur. Et Benjamin et Déborah avaient fait exactement cela. Les mois qui suivirent le diagnostic de Déborah furent un voyage d'ajustement, de découverte et, étonnamment, d'une intimité encore plus profonde que ce qu'ils avaient imaginé. Benjamin ne s'était pas contenté de promettre d'être à ses côtés. Il le prouva, à maintes reprises, par des actions qui parlaient plus fort que n'importe quel mot. Il apprit tout sur l'endométriose. Il acheta des livres, consulta des spécialistes, assista même à des webinaires médicaux quand Déborah travaillait. Il apprit quels aliments aidaient à réduire l'inflammation, quels exercices étaient assez doux pour ne pas causer d'inconfort, comment identifier les signes d'une mauvaise journée, même quand elle essayait de le cacher. Les matins où la douleur était trop intense pour qu'elle se lève, Benjamin annulait ses réunions et restait avec elle, préparant du thé au gingembre exactement comme elle l'aimait, plaçant une bouillotte sur son abdomen, lui faisant la lecture pour la distraire quand les antidouleurs tardaient à faire effet. Il l'accompagnait à chaque rendez-vous médical,
s'asseyait à côté d'elle en lui tenant la main, posait les questions qu'elle était trop épuisée émotionnellement pour poser. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Déborah un matin, le regardant préparer un petit déjeuner anti-inflammatoire avec un dévouement qui aurait été comique s'il n'était pas si touchant. « Je sais, » répondit Benjamin sans quitter des yeux la poêle où il cuisinait des œufs brouillés parfaits, « mais je le veux. Prendre soin de toi n'est pas une obligation, Déborah. C'est un privilège. » La façon dont il le dit, avec une sincérité si décontractée, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, lui serra le cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'endométriose. C'est lors d'un de ces matins tranquilles, 3 mois après la frayeur initiale, que Benjamin aborda un sujet qu'il avait soigneusement évité. « Je veux rencontrer tes parents, » dit-il soudainement en posant une assiette de fruits frais devant elle. Déborah faillit s'étouffer avec son café. « Quoi ? Tes parents ?» répéta-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur l'îlot de cuisine. « Tu en parles parfois. Ton père qui travaille dans le bâtiment, ta mère qui est cuisinière. Je veux les rencontrer. » Benjamin, dit Déborah lentement, posant sa tasse avec précaution. Mes parents vivent à Newark, dans un appartement 2 pièces. Mon père travaille 12 heures par jour et rentre avec du ciment sur ses bottes. Ma mère fait de la feijoada le dimanche et regarde des feuilletons. Ils ne sont pas de ton monde. Ils sont ton monde, répondit simplement Benjamin, ce qui les rend importants pour moi. L'expression sur son visage, déterminée mais aussi légèrement nerveuse, fit réaliser à Déborah qu'il était sérieux, totalement sérieux. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-elle en l'étudiant. « Plus que tout. » Et c'est ainsi que, par un dimanche ensoleillé d'octobre, Benjamin Cross, milliardaire, magnate de l'immobilier, homme qui passait normalement ses dimanches sur des terrains de golf exclusifs ou en conseil d'administration, se retrouva à conduire vers Newark dans sa voiture la plus discrète, qui restait une Mercedes coûtant probablement plus cher que la maison des parents de Déborah, les mains moites sur le volant. « Ils vont t'adorer, » dit Déborah, remarquant sa tension, « ou ils vont te détester et te courir après avec une cuillère en bois. » 50-50, vraiment. Ça n'aide pas, marmonna Benjamin, mais un sourire jouait sur ses lèvres. L'appartement des Mitchell était au 3e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. La peinture s'écaillait par endroits, la rampe d'escalier avait du jeu, et une odeur persistante de cuisine ethnique variée indiquait la nature multiculturelle du bâtiment. Pour Benjamin, habitué aux portiers et aux ascenseurs privés, c'était un autre monde. Mais lorsque Déborah sonna et que la porte s'ouvrit, révélant une petite femme ronde avec le même sourire chaleureux que Déborah, Benjamin sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. « Mon amour !» Maria Mitchell tira sa fille dans une étreinte écrasante, puis tourna son attention vers Benjamin, avec des yeux à la fois accueillants et évaluateurs. « Et ce doit être le Benjamin qui ne cesse d'apparaître dans tes histoires. »« Madame Mitchell, » dit Benjamin en tendant la main formellement. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Maria regarda sa main tendue, puis gloussa et le tira dans une étreinte. « On se prend dans les bras ici, mon chéri, garde ces formalités pour tes bureaux chics. » De l'intérieur de l'appartement, une voix grave retentit. « Maria. » Laisse l'homme respirer avant de l'étouffer. Roberto Mitchell émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier où il était écrit le roi du grill. Il était grand, large d'épaules, avec des mains calleuses témoignant de décennies de travail manuel, et des yeux qui jaugèrent immédiatement Benjamin avec la suspicion protectrice de tout père. « Papa, » dit Déborah, et il y avait un avertissement dans sa voix. « Je veux juste serrer la main de l'homme, » dit Roberto innocemment, tendant une main de la taille d'une pelle. Benjamin la serra fermement, maintenant le contact visuel, et pendant un bref instant, Roberto testa sa poigne. Il la testa vraiment. Benjamin ne recula pas. Une sorte de respect réticent passa dans les yeux de l'homme plus âgé. « Tu as une poigne ferme pour quelqu'un qui travaille derrière un bureau, » observa Roberto. « J'ai appris que la force ne vient pas seulement du travail physique, » répondit poliment Benjamin, « mais j'ai un grand respect pour les hommes qui bâtissent de leurs propres mains. En fait, mon grand-père était maçon. Avant de mourir, il m'a appris que construire quelque chose de durable demande non seulement de la force, mais de la patience et du respect pour le matériau. » Roberto cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. « Ton grand-père, hein ? » »« Oui, monsieur. Il disait que n'importe quel idiot peut démolir un bâtiment, mais qu'il faut un vrai talent pour en construire un qui dure des générations. » Un lent sourire se forma sur le visage de Roberto. « Ton grand-père était un homme sage. » Le déjeuner fut une révélation.
Maria avait préparé une feijoada complète avec tous les accompagnements, de la farofa faite maison, du chou vert sauté, une vinaigrette épicée. Benjamin, qui déjeunait normalement de salade gourmande ou de sushi, regarda la quantité de nourriture avec quelque chose proche de l'émerveillement. Mange, ordonna Maria en mettant une portion généreuse dans son assiette. Tu es trop maigre. Ma fille ne te nourrit pas. Maman, protesta Déborah en rougissant. Elle me nourrit parfaitement, dit Benjamin avec un sourire, mais j'avoue n'avoir jamais mangé de feijoada maison auparavant. Jamais? Maria eut l'air personnellement offensée. Quel genre de vie mènes-tu? Une vie vide, apparemment, répondit honnêtement Benjamin, et quelque chose dans son ton fit s'arrêter Maria, qui le regarda plus attentivement. Pendant le déjeuner, Benjamin fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris Déborah. Il fut d'une honnêteté désarmante. Il leur parla de son enfance solitaire, d'un père qui voyait l'amour comme une faiblesse, des années passées à construire un empire en oubliant de construire une vie. Il parla de sa rencontre avec Déborah, et comment elle avait tout changé, comment elle lui avait montré que la vraie valeur ne venait pas des gratte-ciel ou des comptes en banque, mais des connexions humaines authentiques. Donc tu as de l'argent, dit Roberto sans détour, car la subtilité n'était pas son fort. Papa, gémit Déborah. C'est une question légitime, dit calmement Benjamin. Oui, monsieur, j'en ai, plus que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies, mais j'ai appris à la dure que l'argent ne peut pas acheter les choses qui comptent vraiment. Il ne peut pas acheter ce que votre fille m'a donné, un but, une connexion, un amour véritable. Roberto l'étudia un long moment. Tu l'aimes? Plus que je ne croyais possible d'aimer quelqu'un. Et si les choses deviennent difficiles, si elle tombe malade, s'il y a des problèmes? Alors je serai là, dit simplement Benjamin. Je l'ai déjà été. Je continuerai à l'être, pour toujours, si elle me le permet. Le silence qui suivit fut rompu lorsque Roberto hocha lentement la tête. Bien. Parce qu'elle mérite quelqu'un qui reste. Après le déjeuner, tandis que Maria insistait pour apprendre à Benjamin comment faire des brigadeiros, ce qui se termina avec 8 couverts de chocolat et riant d'une manière que Déborah n'avait jamais vue, Roberto tira sa fille à part. C'est un homme bien, dit l'homme plus âgé, regardant Benjamin essayer désespérément de comprendre les instructions de Maria sur la consistance du brigadeiro. Il l'est, acquiesça Déborah, un doux sourire aux lèvres. Il t'aime. Je le vois dans ses yeux. Il te regarde comme je regardais ta mère quand nous étions jeunes, comme je la regarde encore. Je sais, papa. Roberto se tourna vers elle, ses mains calleuses tenant doucement ses épaules. Alors ne le laisse pas partir. Les hommes bons qui aiment vraiment sont rares. Peu importe combien d'argent il a. Ce qui compte, c'est l'homme qu'il est. Et il a l'air d'être un bon. Les larmes piquèrent les yeux de Déborah. Il l'est. Le meilleur. Alors tiens-le fort. La nuit tombait lorsqu'ils se préparèrent enfin à partir. Maria emballa la moitié des restes de feijoada pour qu'il les emporte, ignorant les protestations de Benjamin disant qu'elle n'avait pas besoin de le faire, et Roberto lui serra la main une fois de plus, cette fois sans tester, juste avec un véritable respect d'homme à homme. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers Manhattan, Benjamin était inhabituellement silencieux. « Ça va ?» demanda Déborah. « Tes parents sont incroyables, dit-il, la voix légèrement rauque. Ils t'aiment tellement, et ils m'ont accepté même en sachant que je viens d'un monde complètement différent. Ils ont vu que tu m'aimes, dit simplement Déborah. C'est tout ce qui compte pour eux. » Benjamin prit sa main, entrelaçant leurs doigts, et ne dit rien de plus. Mais Déborah pouvait voir les larmes briller dans ses yeux, et elle comprit. Il venait de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Une vraie famille, une acceptation inconditionnelle, un amour qui ne venait pas avec des contrats ou des conditions. Ce fut 3 semaines plus tard, lors d'un dîner tranquille aux Pentouzes, que Benjamin posa enfin la question qu'il portait comme une pierre précieuse dans sa poche. Il venait de finir de manger. Benjamin avait appris à cuisiner la feijoada avec Maria, et avait insisté pour la faire pour Déborah, bien que le résultat fût comestible mais certainement pas aussi bon que l'original. Et ils étaient assis sur le canapé, regardant les lumières de la ville, quand il se leva soudainement. « Benjamin » demanda Déborah, confuse, lorsqu'il s'agenouilla devant elle. « Déborah Mitchell » commença-t-il, et sa voix tremblait. « Tu es entrée dans ma vie comme une tempête et tu as absolument tout changé. Tu m'as montré que construire une vie est plus important que construire des gratte-ciel.
Tu m'as appris que le véritable amour n'a rien à voir avec une compatibilité parfaite, et tout à voir avec le fait de se choisir l'un l'autre, chaque jour, même quand c'est difficile. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague, simple, élégante, avec un diamant unique qui capta la lumière de la ville et la transforma en arc-en-ciel. « Je te choisis, dit-il, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Aujourd'hui, demain, pour toujours, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, et bien que j'admette que la partie pauvreté n'arrivera probablement pas, dans la joie et dans la peine. Veux-tu m'épouser » Déborah pleurait aussi, ses mains couvrant sa bouche, les yeux écarquillés. « Oui, chuchota-t-elle, puis plus fort. Oui, oui, je le veux. » Benjamin glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis la tira dans ses bras, la serrant si fort que cela faisait presque mal. Ils restèrent ainsi de longues minutes, simplement à se tenir, pleurant et riant simultanément. Mais seulement, dit finalement Déborah en se reculant pour le regarder avec un sourire malicieux à travers ses larmes, si la bague passe par-dessus des gants d'hôpital. Benjamin rit, ce rire profond et authentique qu'elle aimait, et l'embrassa avec une telle intensité qu'ils oublièrent tous deux où ils étaient, oublièrent tout sauf ce moment, cette promesse, cet amour qui avait survécu aux tempêtes, aux peurs et aux différences de monde. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Benjamin posa son front contre le sien, tenant toujours son visage entre ses mains. « Nous allons avoir une vie incroyable ensemble, promit-il. Elle ne sera peut-être pas parfaite, il y aura peut-être des défis, mais elle sera réelle, et elle sera la nôtre. » La nôtre, répéta Déborah, le mot sonnant comme une prière, comme une promesse, comme le début de l'éternité. Et dehors, Manhattan continuait de briller, indifférente au miracle qui se produisait dans ce Penthouse, deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers le chaos, qui avaient choisi de rester à travers les tempêtes, et qui promettaient maintenant de passer toute leur vie future à construire quelque chose de plus durable qu'aucun gratte-ciel ne pourrait jamais l'être, un amour qui durerait toujours. Parfois, l'amour le plus extraordinaire naît dans les endroits les plus simples, un café, un après-midi pluvieux, deux étrangers qui osent vraiment se voir. Benjamin et Déborah n'ont pas trouvé un amour parfait, mais un amour réel, le genre qui choisit de rester quand tout devient difficile, qui transforme la vulnérabilité en force, qui prouve qu'être vu est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. Au final, il n'avait pas besoin de plus de gratte-ciel, il avait juste besoin d'elle, et elle n'avait pas besoin de sauver le monde entier, elle avait juste besoin de laisser quelqu'un la sauver aussi. Et peut-être que cette histoire nous parle à nous aussi, que nous méritons tous d'être vus, que le véritable amour existe encore, il faut juste avoir le courage de le laisser entrer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des récits qui émeuvent les cœurs.